Unser Führer, Sie! 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 Si la guerre est perdue, peu m'importe que le peuple périsse. Ne comptez pas sur moi pour verser une seule larme. Il ne mérite pas mieux. Berlin 1933. Le peuple se réjouit de la nomination d'Adolf Hitler à la chancellerie d'Allemagne. Il ne se doute pas encore que cet homme qui leur a promis la grandeur, une nouvelle capitale, va les emmener au plus profond des ténèbres de la guerre. Ce même chancelier a promis au peuple allemand au début de la guerre qu'aucune bombe ne tomberait sur l'Allemagne. Un mensonge de plus. En 1945, l'armée rouge fait son entrée dans Berlin. La guerre est bientôt terminée. Comment le Troisième Reich a-t-il vécu cette ultime bataille ? Bienvenue dans la bataille de Berlin. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Igral. Igral est un site, une application, une extension qui rembourse une partie des achats que vous effectuez sur Internet. On appelle ça le cashback. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous effectuez un achat sur l'un des plus de 1700 sites partenaires à Igral, vous recevez un pourcentage du montant de la commande directement dans votre cagnotte Igral. Pour récupérer la somme, c'est super simple. Vous pouvez demander soit un virement bancaire, soit un virement PayPal ou des chèques cadeaux dès que votre cagnotte dépasse les 20 €. Sachez que le site est 100% gratuit et sécurisé, puisqu'à chaque fois que vous passez commande sur l'un des sites partenaires, le service touche une commission et vous en reverse une partie. En plus, grâce au lien dans la description de cette vidéo, vous avez un avantage supplémentaire lors de votre inscription. Vous avez 7 € offerts au lieu de 3 € qui seront directement crédités dans votre cagnotte. On ne dit jamais non pour de belles affaires, alors n'hésitez pas, foncez. Vous aurez jusqu'au 12 novembre 2023 pour bénéficier de cette offre. Je remercie Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo pour que je puisse continuer à réaliser ces documentaires historiques. Maintenant, on est reparti au cœur de la bataille de Berlin. L'Allemagne est prise en étau, un étau qui se referme de jour en jour. À l'ouest, les alliés occidentaux avancent vers l'Elbe et l'Autriche. À l'est, l'étau se resserre en direction de Berlin. Zhukov, toujours sur le terrain, est soudainement convoqué à Moscou. Lors de son entretien, Staline lui parle de son enfance, de son fils qui a été fait prisonnier par les Allemands, puis il lui dit: Va à la Stavka et examine avec Antonov la planification de l'opération Berlin. Nous nous retrouverons ici même demain à 13 h. Antonov et Zhukov vont travailler ensemble pendant une bonne partie de la nuit. Lors de la conférence, Staline arrive, accompagné de Malenkov, de Molotov et d'autres membres du comité de défense. Antonov prend la parole et expose son idée. Quand il termine son exposé, Staline donne son approbation et demande que les ordres soient donnés pour la mise au point d'un plan détaillé. Zhukov raconte dans ses mémoires: Tandis que nous travaillions sur l'opération Berlin, nous tenions compte des actions de nos alliés. Le maréchal soviétique sait que le rêve des Britanniques est de s'emparer de Berlin avant l'armée rouge. Les Américains ont pu traverser le Rhin par le pont de Remagen avant qu'il ne soit détruit. Staline connaît les conséquences sur l'avenir du franchissement du Rhin par les alliés occidentaux. Pour lui, la prise de Berlin par l'armée rouge doit se réaliser rapidement. Il faut être les premiers. Les Américains veulent que la guerre en Europe se termine assez rapidement.
pour qu'à l'avenir, il ne se concentre plus que sur le conflit avec le Japon. Eisenhower demande au général Dean, l'officier de liaison américain à Moscou, de chercher à savoir quel est le plan des soviétiques. Mais le général Dean n'obtient aucune information précise du général Antonov. Finalement, les soviétiques vont dévoiler leurs intentions. Mais ce sera un mensonge pour dissimuler à Eisenhower qu'ils sont déterminés à s'emparer de Berlin les premiers. Ike ordonne à Montgomery de faire converger ses troupes sur Hambourg et sur le Danemark, et non sur Berlin comme le souhaitait le maréchal britannique. La 9e armée doit se diriger au nord du dispositif afin d'opérer un encerclement du groupe d'armée du général Model qui défend la Ruhr. Renforcé par la 9e armée qui est soustraite à Montgomery, le 12e groupe d'armée du général Omar Bradley doit progresser vers le centre en direction de Leipzig et de Dresde. Au sud, le 6e groupe d'armée du général Devers a ordre de se diriger vers la Bavière et au nord de l'Autriche. Pourquoi vers le sud ? Parce qu'Eisenhower est convaincu qu'Hitler va replier son armée dans la Bavière et au nord-ouest de l'Autriche pour y constituer un réduit défensif alpin. Après avoir mis la touche finale à l'opération Berlin, Zhukov quitte son quartier général pour rejoindre Moscou. Au Kremlin, l'atmosphère est tendue. Staline est convaincu que les Allemands vont tout faire pour passer un accord avec les Alliés à l'ouest, afin de pouvoir résister à la poussée de l'armée rouge à l'est. Mais Staline ne tient pas compte du fanatisme d'Hitler. Pour celui-ci, toute reddition, même aux Alliés occidentaux, ne signifie que l'humiliation et la potence. Le 27 mars, une dépêche de l'agence britannique Reuters renforce l'inquiétude de Staline. Les forces britanniques et américaines se dirigent au cœur de l'Allemagne sans rencontrer de résistance. Staline dit à Zhukov : Le front allemand s'est complètement effondré à l'ouest. On dirait que les hommes d'Hitler ne veulent rien faire pour arrêter l'avance des Alliés. Et en même temps, ils se renforcent de notre côté. Staline, tout en vidant sa pipe, désigne un point sur la carte en tapotant sur la table. Je pense que nous avons un sérieux combat en perspective. Zhukov montre à Staline une carte détaillée de son secteur du front. Le maître du Kremlin l'étudie attentivement et demande : Quand nos troupes pourront-elles commencer à avancer sur l'axe à Berlin ? Le premier front biélorusse sera en mesure d'avancer dans 2 semaines. Apparemment, le premier front ukrainien sera prêt en même temps. Mais d'après nos informations, le 2e front biélorusse sera encore occupé à liquider les forces ennemies à Danzig et à Gdynia jusqu'à la mi-avril. Eh bien, il va nous falloir déclencher l'opération sans attendre le front de Rokossovski. 1er avril 1945. Staline reçoit dans son vaste bureau du Kremlin les maréchaux Zhukov, Konev, le général Antonov, chef d'état-major général, et le général Tchemenko, chef des opérations. Antonov expose tout d'abord le plan d'ensemble, puis Zhukov et Konev présentent leur plan personnel d'opération. Staline n'apporte qu'une seule modification. Il n'approuve pas la ligne de démarcation entre les 2 fronts proposés par la Stavka. Un crayon à la main, il se pend sur la carte et rature la ligne à l'ouest de Louben, à 60 km au sud-est de Berlin. Puis il dit à Konev : Dans le cas d'une forte résistance dans les approches est de Berlin, ce qui est pratiquement certain, le premier front ukrainien devra se tenir prêt à attaquer avec des armées blindées partant du sud. Après avoir apporté cette précision, Staline approuve l'ensemble des plans et ordonne que tout soit prêt dans les plus brefs délais. Au plus tard, le 16 avril. L'opération visant à s'emparer de la capitale allemande va mobiliser plus de 2 millions d'hommes, 41 600 canons et mortiers, 6 250 chars et canons propulsés et 7 500 avions. Staline est satisfait de mobiliser une force mécanisée beaucoup plus puissante que celle mise en œuvre par Hitler pour l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Il va répondre au message d'Eisenhower en faisant croire que Berlin est devenu un objectif secondaire pour l'Union soviétique et que celle-ci porterait l'essentiel de ses troupes vers le sud pour opérer sa jonction avec les forces occidentales. L'offensive principale commencerait à la seconde quinzaine de mai. Toutefois, le plan peut connaître certaines modifications en fonction des circonstances. Les alliés occidentaux savent et se doutent que c'est un mensonge.
Les soviétiques préparent leur grande offensive sur les hauteurs de Silov et de Berlin en forçant la 9e armée à gaspiller ses réserves en munitions qui sont de plus en plus faibles. Les Allemands ne peuvent pas effectuer de tirs de riposte et ne peuvent tirer qu'1 ou 2 obus par pièce et par jour. Les soldats présents dans cette zone savent qu'ils vont être submergés lorsque l'assaut viendra. À cette heure-ci, ils n'attendent qu'une seule chose, l'ordre de se replier. 3 avril 1945. Zhukov décolle de l'aéroport central de Moscou pour regagner son quartier général. Konev, de son côté, fait la même chose. L'offensive doit être lancée le 16 avril et Berlin doit être prise le 22 avril, date d'anniversaire de Lénine. En attendant, les voies ferrées pour les trains spéciaux des soviétiques sont installées au travers de toute la Pologne, de même que les ponts provisoires sur la Vistule pour racheminer des millions de tonnes de fret, des obus, des fusées, des munitions diverses, du carburant et des vivres. Les hommes de l'armée rouge sont renforcés par des prisonniers du goulag. Seuls les prisonniers politiques ne sont pas affectés à des unités militaires, car ils sont tous jugés trop dangereux. D'anciens prisonniers de guerre sont mobilisés dans l'armée rouge pour renforcer les effectifs. Mais les commissaires se méfient d'eux et les surveillent tout particulièrement. Tous vont apprendre à haïr les Allemands grâce au programme de la propagande soviétique, qui inculque aux soldats la haine de l'ennemi. Des travailleurs forcés et libérés, des femmes ukrainiennes et biélorusses sont invités à raconter les mauvais traitements qu'ils ont subis. Le service politique du premier front ukrainien témoigne. Nous nous efforçons constamment d'exacerber la haine à l'encontre des Allemands et d'attiser la soif de vengeance de nos troupes. Les officiers politiques établissent des bilans sur la vengeance au sein des troupes. La haine est au plus haut et des pancartes incitant à la vengeance sont même aperçues. À Berlin, l'assaut final des soviétiques est attendu. La ville baigne dans un climat d'épuisement nerveux. Seuls les nazis convaincus sont déterminés à se battre et à partager leur sort avec tout le monde. Les dirigeants nazis ont décidé de continuer le combat contre les Alliés même après la défaite et fondent un mouvement de résistance qui doit recevoir le nom de code Werwolf, qui signifie loup-garou. Dans la SS, il y a la Jagdverbände de Otto Skorzeny. Les futurs membres de la Werwolf doivent apprendre à utiliser des explosifs sous les formes diverses. On leur enseigne comment tuer des sentinelles avec un garrot ou un pistolet Walther muni d'un silencieux. Ces combattants clandestins doivent opérer en groupe de 3 à 6 hommes et reçoivent des rations pour 60 jours. Le 1er avril à 20h est diffusé à la radio un appel invitant tous les Allemands à rejoindre la Werwolf. Quelques jours plus tard, Himmler émet un ordre. Tout individu mâle se trouvant dans une maison où apparaît un drapeau blanc doit être fusillé. Ces mesures doivent être appliquées sans perdre un instant. Par individu mâle devant être considéré comme responsable de ces actes, nous entendons quiconque est âgé de 14 ans et plus. Des membres de la jeunesse hitlérienne sont désignés dans les secteurs choisis pour enterrer des explosifs. Des munitions leur sont assignées. Une fois terminés, ils rentrent chez eux jusqu'au prochain signal à entrer en action. Mais finalement, la Werwolf entre très peu en action en cette fin de guerre. L'homme qui a la tâche la plus difficile est le général Reimann, qui est nommé commandant de la zone de défense du Grand Berlin. Il est le 3e à obtenir ce poste depuis qu'Hitler a déclaré Berlin comme forteresse. Le dictateur allemand a ordonné qu'on prépare la défense de Berlin, puis il a soudainement refusé d'affecter des troupes à cette tâche. Il affirme à Reimann que les forces seront suffisantes lorsque l'ennemi atteindra la capitale. Au début de ce mois d'avril, la population à Berlin comprend entre 3 et 3,5 millions d'habitants, dont 120 000 enfants en bas âge. Pour alimenter ces jeunes enfants, Goebbels veut amener des vaches au centre de Berlin. Reimann demande sur le coup à Goebbels comment il va faire pour les nourrir. Le ministre de la propagande lui répond qu'il ne sait pas. Reimann et son chef d'état-major, le colonel Hans Reffior, savent que Berlin ne tiendra pas. Ils vont demander l'évacuation des civils, en particulier des femmes et des enfants. Goebbels affirme que l'ordre d'évacuation sera donné au bon moment.
Il va utiliser le même stratagème qu'à Stalingrad. En refusant d'évacuer les civils, les soldats se sentiront obligés de défendre la ville avec acharnement. Pour défendre Berlin, l'armée allemande comprend une division d'artillerie antiaérienne, 9 compagnies du régiment de garde Großdeutschland, 2 bataillons de gendarmerie, 2 bataillons du génie et 20 bataillons de la Volkssturm. 20 autres bataillons doivent être constitués si la ville est encerclée. La Volkssturm de Berlin représente 60 000 hommes et se répartit en Volkssturm 1 qui dispose de quelques armes et en Volkssturm 2 qui n'a pas d'armes du tout. À l'approche de l'armée rouge, les hommes qui n'ont pas d'armes sont renvoyés chez eux. Les commandants responsables de la défense de Berlin se rendent compte que les anciens combattants de la Première Guerre mondiale ont un certain sens du devoir, contrairement aux miliciens qui tentent de filer à l'anglaise. L'unité la mieux équipée et la mieux armée de Berlin est la première division d'artillerie anti-aérienne. Elle dispose de canons de 128 mm, de 88 mm et 20 mm avec les munitions nécessaires. Le parti nazi de Berlin va mobiliser des civils pour fortifier une enceinte d'obstacles à 30 km autour de la capitale. En une journée, 70 000 personnes seront mobilisées, mais les effectifs ne dépasseront jamais les 30 000 personnes. Albert Speer suggère à Heinrici que la 9e armée se replie sur l'Oder en évitant la capitale. Heinrici donne son accord. Pour eux, c'est le seul moyen pour éviter les combats dans la ville. L'assaut sur Berlin est attendu à tout moment. Hitler adresse un message au groupe d'armée de la Vistule en prévenant que si une personne ne remplit pas son devoir, elle sera traitée comme traître à l'Allemagne. À l'ouest, les Américains reçoivent l'ordre de s'arrêter sur l'Elbe. Ils ne peuvent pas avancer plus loin en direction de Berlin. Beaucoup d'officiers allemands veulent que ce soit les alliés occidentaux qui arrivent les premiers à Berlin. Mais finalement, la voie est libre pour les troupes soviétiques. Malgré tous ses efforts et son talent pour le camouflage, l'armée rouge ne peut dissimuler les préparatifs de l'immense offensive sur le point d'être déclenchée sur le front de l'Oder et de la Neisse. Les forces soviétiques s'élèvent désormais à plus de 2,5 millions d'hommes, appuyés par 41 600 canons et mortiers lourds, 6 250 chars et canons autopropulsés et 4 armées aériennes. 14 avril 1945. De la tête de pont de Koustrin, une opération de reconnaissance offensive de la 8e armée de la gare de Tchoukov réussit à repousser la 20e division de panzergrenadiers de 2 à 5 km par endroit. Cette nuit-là, profitant de l'obscurité, la première armée blindée de la garde commence à faire passer l'odeur à ses brigades de chars. Les haut-parleurs du 7e service diffusent de la musique et des discours de propagande pour couvrir le bruit des moteurs de chars. Mais les Allemands savent ce qui se passe. Tout partout, c'était le calme avant la tempête. Des drapeaux rouges sont distribués aux divisions de pointe. Ils doivent être hissés sur les principaux édifices de Berlin, qui ont été indiqués sur une maquette de la ville réalisée par les techniciens du génie. La gloire suprême revient à ceux qui s'empareront du Reichstag, désigné par Staline comme l'objectif symbolisant la conquête totale du repère de la bête fasciste. 15 avril 1945 au soir, les soldats de l'armée rouge espèrent rester en vie pour la dernière bataille de la guerre. Certains d'entre eux sont réveillés, attendent l'ordre fatidique de monter à l'assaut. Les soviétiques veulent terminer la guerre une bonne fois pour toutes. Le général Kazakov, commandant de l'artillerie, dispose de 8 983 pièces, dont les obusiers de 152 et 203 mm. Des mortiers lourds et des batteries de lance-fusées Katyusha. Il dispose jusqu'à 270 pièces par kilomètre dans les secteurs clés, ce qui revient à un canon tous les 4 mètres. La réserve de munitions du premier front biélorusse compte plus de 7 millions de projectiles. Zhukov décide de placer sur la ligne de front 143 projecteurs afin d'aveugler les Allemands au moment de l'attaque. 3 minutes avant le début de la préparation d'artillerie, Zhukov et ses généraux quittent le bunker pour gagner le poste d'observation installé au sommet de l'éperon, poste dissimulé par des filets de camouflage. L'Oderbruch baigne encore dans la brume. Zhukov
regarde sa montre qui indique 5 heures du matin, heure de Moscou, ce qui correspond à 3 heures du matin à Berlin. D'un seul coup, toute la zone fut illuminée par des milliers de canons, de mortiers et de nos légendaires Katyusha. Aucun bombardement n'a été aussi intense depuis le début de la guerre. Entendant les premiers grondements, certains Allemands se réveillent en sursaut dans leurs tranchées, pensant que ce sont les premiers tirs d'harcèlement du matin. Mais ceux qui ont l'expérience du front de l'Est savent qu'il s'agit de la grande offensive. Les sous-officiers commencent à hurler leurs ordres. Partout, les estomacs se contractent et les bouches deviennent sèches. Les soldats qui ont survécu décriront plus tard que c'était un enfer ou un cataclysme. Beaucoup d'entre eux en sont devenus sourds. Ceux qui se trouvent plus à l'arrière sentent la terre trembler. Tous se précipitent sur leurs jumelles ou sur les périscopes de tranchées. Le commandant du bataillon 502 de Panzerlourd SS contemple la scène par l'épiscope de son char Tigre. À perte de vue, le ciel semblait en flammes. Un autre observateur note. Certains des survivants étaient perdus, brisés émotionnellement et psychologiquement. Les hauteurs de Silov ont été labourées par les obus. Les pertes humaines ne sont pas élevées du tout. Suite à l'interrogatoire d'un soldat de l'armée rouge fait prisonnier, le général Heinrichi fait se replier le gros de la 9e armée vers la 2e ligne de tranchées, dans le secteur de Francfort-sur-l'Oder, face à la 33e armée soviétique. Certains soldats allemands ont eu moins de chance. Les détachements hongrois et des unités de la Volkssturm ont été envoyés pour occuper les positions avancées de la division SS 30 Januar. Ces hommes ont été sacrifiés par l'état-major. Zhukov, encouragé par le manque de résistance allemande, lance le signal de l'attaque. Certains soldats allemands, influencés par la propagande des armées secrètes, croient que les projecteurs sont de nouveaux engins visant à les rendre aveugles de façon permanente. L'offensive de la tête de pont de Koustrin débute par la 8e armée de la garde de Tchoukov sur la gauche et la 5e armée de choc de Berzarine sur la droite. La première armée de la garde de Katoukov doit rester en appui de Tchoukov, puis doit forcer le passage jusqu'aux faubourgs méridionaux de Berlin. À la droite de Berzarine se trouve la 2e armée blindée de la garde, la 3e armée de choc et la 47e armée. À l'extrême droite du dispositif de Zhukov, la première armée polonaise et la 61e armée, ne disposant pas de tête de pont, doivent traverser l'Oder avec des véhicules amphibies américains et des embarcations sous le feu des Allemands. Les pertes sont très lourdes du côté soviétique. À l'extrême gauche, la 33e armée occupe une tête de pont au sud de Francfort-sur-l'Oder et la 69e armée, sur son flanc nord, doit avancer simultanément pour isoler la ville et sa garnison. La progression de la 8e armée débute bien. Les soldats sont encouragés par le manque de résistance en phase 2. Dans le secteur du premier front biélorusse, il y a 6500 sorties, mais la visibilité est médiocre à cause de la brume. De ce fait, les avions causent peu de dégâts au dispositif allemand. La 9e armée allemande, limitée au niveau des munitions, perd son dépôt d'obus à Alt-Zersdorf, à l'ouest de Lebus. Le terrain est tellement labouré par les obus et les bombes que l'artillerie et les canons antichars soviétiques ont beaucoup de mal à suivre l'infanterie. Au milieu de la journée, s'apercevant que ses troupes n'avancent plus, Zhukov décide de changer son plan d'opération. Dans l'après-midi, Katoukov reçoit l'ordre d'attaquer en direction de Silov, avec la première armée blindée de la garde, tandis que la 2e armée blindée de la garde de Bogdanov doit s'occuper du secteur de Neuhardenberg. Finalement, les unités des armées blindées soviétiques, non sans difficulté, arrivent au pied des hauteurs de Silov et entreprennent son ascension. Les moteurs des chars vrombissent sous l'effort. Les chefs de chars s'aperçoivent que la pente est trop raide et doivent trouver une autre itinéraire où ils seront souvent confrontés aux positions fortifiées allemandes. Sur la gauche, les brigades de pointe de Katoukov ont la mauvaise surprise de se retrouver face aux chars Tigre du bataillon SS 502 de Panzerlourd. Les soviétiques subissent de lourdes pertes durant ce face-à-face entre chars. Au centre, entre Silov et Neuhardenberg, la 9e division parachutiste, la fierté de Göring, n'est plus apte à combattre à cause du pilonnage soviétique.
Au soir et dans la nuit, Zhukov informe Staline par radio-téléphone que les hauteurs de Silov ne sont toujours pas occupées. Staline va le réprimander d'avoir changé le plan initial de la Stavka. Zhukov lui confirme qu'il prendra les hauteurs de Silov le lendemain en fin de journée. Staline n'est pas convaincu du tout et donne l'ordre à Konev d'envoyer les armées blindées de Rybalko et Lelyuchenko du sud vers Berlin, et à Rokossovski d'accélérer sa traversée pour attaquer vers le nord. Le maréchal Konev décide que la meilleure tactique est que pendant que le premier front ukrainien traverse la Ness entre Forst et Musko, les Allemands doivent être contraints de baisser leur tête dans les tranchées. À 6h du matin, heure de Moscou, l'artillerie se déclenche. Les soviétiques vont aligner 249 canons par kilomètre, appuyés par les bombardiers de la 2e armée aérienne. Les tirs vont durer 145 minutes. Ensuite, les avions de la 2e armée aérienne larguent à basse altitude des bombes fumigènes sur 390 km pour empêcher les hommes de la 4e armée de Panzer d'identifier l'axe d'attaque. Les unités de pointe vont pagayer de toutes leurs forces pour arriver le plus vite possible sur l'autre rive. Les premiers soldats qui débarquent plantent les petits drapeaux rouges pour encourager les suivants. Les pontonniers sont déjà au travail. Des ponts provisoires sont établis, puis quelques canons anti-chars de 85 mm vont suivre les premières unités d'infanterie. Les premiers Allemands ne peuvent se défendre, et beaucoup d'entre eux sont contraints de se rendre. Les premiers chars T-34 traversent à leur tour la Ness pour appuyer l'infanterie. On leur a donné pour objectif Dresde. Staline, content du succès, donne l'ordre à la 4e armée blindée de la garde de prendre la direction de Zellendorf, surtout pour prendre possession des installations nucléaires de l'Institut Kaiser Wilhelm. 17 avril 1945. La météo et la visibilité s'améliorent enfin. Les chasseurs bombardiers Sturmovik se trouvent en mesure d'attaquer les positions allemandes sur les hauteurs de Silov avec beaucoup plus de précision. À midi, les brigades de chars de Katoukov réussissent à pénétrer dans Dolgelin et Friedersdorf. Elles doivent désormais faire face à une contre-attaque lancée par les derniers chars Panther de la division de Panzer Kurmark. Le 2e corps blindé du général Youtchouk réussit à encercler Silov en chevauchant la Reichstrasse 1, une voie antique prussienne transformée en autoroute reliant Berlin à Königsberg. Mais les chars de Youtchouk sont pris sous le feu de l'artillerie de leur propre armée, la 15e armée de choc. Ils sont également attaqués par des Panzerfaust qui tirent à très courte distance. Les tankistes soviétiques disposent des matelas et ressorts métalliques autour de leurs tourelles et flancs de chars pour que les charges creuses tirées par les Panzerfaust explosent avant de toucher le blindage. À 18h30, Joachim von Ribbentrop arrive sans se faire annoncer au quartier général d'Helmut Weidling, où il exige un compte-rendu de la situation. Woltermann, commandant l'artillerie, fait son rapport. Avec effet dévastateur, Ribbentrop fait une allusion sur les possibilités d'un retournement de situation grâce à des négociations avec les Américains et les Britanniques. La Luftwaffe va tenter de détruire les ponts jetés sur l'Oder, mais en vain. La 13e armée et la 5e armée de la garde ont réussi à percer la 2e ligne de défense allemande. Konev charge ses brigades de chars de se diriger vers la Spry, entre Cottbus et Spremberg. Le soir même, les brigades de tête de pont de la 3e armée blindée de la garde atteignent la Spry. Le général Rybalko, lui, ne veut pas attendre les pontonniers pour traverser. Il choisit un endroit peu profond de la rivière et engage un char. Voyant que ça réussit, les autres chars traversent à leur tour. Durant la nuit, les 2 armées blindées ont réussi à franchir la Spry. Du côté allemand, le général Heinrichi a déjà envoyé la majeure partie de ses réserves. Le corps Panzer SS-3 Germaniere de Steiner doit soutenir la 9e armée du général Busse, qui est en difficulté. La 11e division SS Nordland reçoit l'ordre d'aller vers le sud de Silov. La Waffen-SS étrangère, la Nederland, doit aller plus au sud. Elle doit se porter au sud-ouest de Francfort-sur-l'Oder et de Mühlrose, et doit se placer sous l'autorité du corps de montagne SS-5. 18 avril au matin.
les attaques reprennent sur les hauteurs de Silov. La 3e armée de choc se heurte à une forte résistance près de Kunersdorf. La percée a lieu à midi, à l'arrière de Silov, sur la Reichstrasse 1. Les 3e et 5e armées de choc soviétiques enfoncent le front entre Vriezen et Silov. À une douzaine de kilomètres à l'ouest de Silov, près du village d'Alt-Rosenthal, les Allemands lancent une contre-attaque avec de l'infanterie et des chars. Le major Andrieff, chef de bataillon à la 248e division d'infanterie de la 5e armée de choc, laisse 2 de ses compagnies encaisser la contre-attaque allemande, pendant qu'il opère un mouvement tournant avec la 3e armée de choc pour prendre l'ennemi à revers. L'attaque sur les hauteurs de Silov verra 30 000 tués au sein des rangs de l'armée rouge et 12 000 au sein des troupes allemandes. Au sud de Berlin, le maréchal Schorner, commandant en chef du groupe d'armées du centre, lance une contre-attaque près de Gorlitz, sur le flanc de la 52e armée soviétique qui se dirige vers Dresde. L'armée rouge la repousse sans difficulté. La 2e armée polonaise de son côté continue son avance, mais elle est ralentie par des troupes allemandes. En fin de journée, la 3e armée blindée de la garde a avancé de 35 km au-delà de la Sprie, tandis que les troupes de Iuliuchenko, qui ont rencontré moins de résistance, ont parcouru 55 km. Le général Reimann, responsable de la défense du secteur de Berlin, reçoit l'ordre d'envoyer les unités de la Volkssturm auprès de la 9e armée, afin de l'aider à établir une nouvelle ligne de résistance. 19 avril 1945. La 9e armée se disloque sur 3 principaux axes. Le corps de Panzer 56 de Weidling, qui se trouve au centre, commence à se replier en direction de l'ouest et de la capitale. Sur le côté droit, le corps de Panzer SS 11 amorce un repli au sud-ouest vers Wurstenwald. Vendredi 20 avril 1945, au petit matin. Le beau temps est au rendez-vous. Le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler, les bombardiers américains et de la RAF bombardent Berlin. Malgré tout, les drapeaux de la croix gammée sont hissés au milieu des ruines et des affiches en placardées qui proclament « La forteresse Berlin salue le Führer ». Dans son manoir de Karinhol, au nord de Berlin, Göring est réveillé par le bombardement de l'offensive de Rokossovski. Un convoi de la Luftwaffe, chargé d'œuvres d'art et d'objets précieux pillés un peu partout, doit se diriger vers le sud. Un officier du génie met en place des explosifs destinés à faire exploser Karinhol. Puis, il escorte le Reichsmarschall jusqu'au dispositif de mise à feu. Göring décide d'actionner lui-même la manette, détruisant l'édifice. Puis, il monte dans sa limousine pour aller présenter ses vœux d'anniversaire à Hitler. Himmler, quant à lui, tente d'établir une voie de communication avec les alliés occidentaux. Le Reichsführer SS s'estime toujours fidèle et pense qu'il est le seul à pouvoir remplacer Hitler et à être apte à négocier avec les forces occidentales. Ce matin-là, la radio diffuse un discours d'anniversaire de Goebbels, le seul à vouloir rester à Berlin aux côtés d'Hitler jusqu'à la fin. Il invite tous les Allemands à faire confiance au Führer qui va assurer leur salut. Göring, Ribbentrop, Dönitz, Himmler, Kaltenbrunner, Speer, Keitel, Jodl et Krebs arrivent à la chancellerie avant midi et parcourent les immenses salles lambrisées de marbre avec leurs portes qui montent jusqu'au plafond. Beaucoup de personnalités qui rencontrent Hitler ce jour-là le trouvent vieilli, paraissant avoir 20 ans de plus que son âge. Certains en profitent pour suggérer à Hitler de quitter Berlin et d'aller en Bavière pendant qu'il est encore temps. Hitler va exprimer sa conviction que les Soviétiques vont subir devant Berlin leur plus sanglante défaite. Il fait ses adieux à Dönitz, auquel il a ordonné de prendre la responsabilité du nord de l'Allemagne. Mais il reste distant avec Göring, qui prétend vouloir partir au plus vite de Berlin pour pouvoir organiser la résistance en Bavière. Lors de la réunion stratégique de ce 20 avril, la principale question est dans combien de temps l'Allemagne va-t-elle être coupée en deux au sud de Berlin ? Le territoire non occupé diminue chaque jour. Les Britanniques se rapprochent de Hambourg, les Américains sont au centre de l'Elbe, aux frontières de la Tchécoslovaquie et entrent en Bavière. La première armée française, quant à elle, est rentrée profondément en Allemagne au sud.
Au sud-est, l'armée rouge est arrivée à l'ouest de Vienne, tandis qu'en Italie, les Alliés remontent la vallée du Pô. Une nouvelle fois, l'évacuation de Berlin par la hiérarchie nazie revient sur le tapis. Speer raconte. À la surprise de presque toutes les personnes présentes, Hitler annonça qu'il resterait à Berlin jusqu'à la dernière minute et, à ce moment seulement, s'envolerait vers le sud. Les autres dignitaires du régime commencent à invoquer toutes sortes d'excuses pour quitter la capitale. Himmler, Ribbentrop et Kaltenbrunner partent dans des directions différentes sous prétexte de tâches officielles à accomplir. Dans l'après-midi, dans les jardins dévastés de la chancellerie, Hitler passe lentement en revue des membres de la jeunesse hitlérienne, dont certains reçoivent la croix de fer pour s'être attaqués à des chars soviétiques. Lors de sa revue, il dissimule son bras gauche derrière son dos, pour cacher ses tremblements. Le régime nazi va couper les images où l'on voit sa main trembler. Dans la même après-midi, Zhukov signale que l'artillerie à longue portée du 79e corps d'infanterie et de la 3e armée de choc a ouvert le feu sur Berlin. Le maréchal soviétique ne sait pas que c'est l'anniversaire d'Hitler. Les pièces soviétiques tirent au maximum de leur portée, et seuls les faubourgs du nord-est sont touchés. Le soir, Zhukov apprend que les armées de Koniev avancent vers le sud de Berlin. Il envoie donc un message urgent à Katoukov et à Bogdanov, les commandants de la 1e et 2e armée blindée de la garde, leur assignant une tâche historique. Entrer dans Berlin les premiers et hisser l'étendard de la victoire. Pendant ce temps, au sud-est de la capitale allemande, le maréchal Koniev cravache ses 2 armées blindées dans la traversée de la Spreewald. Après la 3e armée blindée de la garde, il vise directement le sud de Berlin. Vers midi, le corps blindé tente de prendre d'assaut la ville de Baruth, à 20 km de Zossen. Plus au sud et à l'ouest, la 4e armée blindée de la garde avance vers Jüterbog et Potsdam, en suivant un itinéraire presque parallèle. Le premier front ukrainien va se heurter à la 9e armée allemande du général Busse, qui tente de se replier au sud de Berlin. Koniev, tout comme Zhukov, sont devenus obsédés par Berlin, et cela va devenir un véritable duel entre les 2 maréchaux. Dans la soirée, Koniev envoie au commandant de ces 2 armées blindées. Personnel pour les camarades Rybalko et Lelioshenko. Vous ordonne catégoriquement d'entrer ce soir dans Berlin. Rendez compte, exécution. Koniev. Après que la 47e armée se soit emparée de Bernau, une batterie de la 30e brigade d'artillerie de la garde tire une salve symbolique en direction de Berlin. En même temps, la 2e armée blindée de la garde de Bogdanov atteint la banlieue nord-est de la ville, juste à l'extérieur de l'autoroute périphérique. La partie la plus importante de la 9e armée allemande, le corps de Panzer SS 11, le corps de montagne SS 5 et la garnison de Francfort-sur-l'Oder ne tardent pas à se replier en direction de la Spreewald, en dépit de l'instruction d'Hitler qui leur a donné l'ordre de tenir la ligne défensive jusqu'au dernier homme. Hitler ordonne au général Krebs de lancer une offensive à l'ouest de Berlin contre les armées de Koniev afin d'éviter l'encerclement. La force censée de refouler les 3e et 4e armées blindées de la garde est la division Friedrich Ludwig John, composée de jeunes recrues du service du travail du Reich et de la Wunsdorf Panzer, une formation qui comprend une 12aine de chars appartenant à un centre de formation. 21 avril 1945 au matin, le siège de l'état-major de Reimann, responsable de la défense de Berlin, se trouve envahi de dignitaires du parti nazi en uniforme marron. Goebbels a décrété que tout homme pouvant porter une arme doit se battre dans la capitale. Seul l'état-major du général Reimann peut accorder une exemption. Le général Reimann leur accorde cette exemption et dira même qu'il valait mieux se débarrasser de tous ces lâches pour défendre Berlin. À 9h30, 2 heures après la fin du dernier raid des Alliés occidentaux, un intense bombardement d'artillerie vise Berlin. L'aide de camp SS d'Hitler, Otto Gunche, rapporte qu'Hitler est apparu dans le corridor de bunker de la chancellerie qui sert d'antichambre, échevelé, non rasé et furieux. Que se passe-t-il? D'où viennent ces tirs? Burgdorf répond. Le centre de Berlin est dorénavant sous le feu de l'artillerie lourde soviétique. Les Russes sont si près que ça?
Les tirs proviennent du général Kazakov, qui a placé en première ligne son artillerie divisionnaire de rupture et toutes les autres batteries lourdes équipées d'obusiers de 152 mm et 203 mm. Tous les obus envoyés sur Berlin portent une inscription faite par les artilleurs. Dans Berlin, les victimes sont nombreuses, particulièrement les femmes qui ont été surprises alors qu'elles étaient dans les files d'attente pour obtenir leur ration alimentaire de crise. Dans la journée, les unités allemandes sont dispersées un peu partout ou sont décimées, et se replient comme elles le peuvent. Hitler, lui, insiste pour que le général Bousseux tienne sa ligne de front qui est en train de se désintégrer depuis 2 jours. Les restes de son flanc gauche, le corps CI, sont contraints de se replier dans le secteur de Bernau. Au centre du dispositif de la 9e armée, les rescapés du corps blindé 56 de Weidling ont été repoussés vers et au-delà de l'autoroute périphérique de Berlin. À Petersagen, une compagnie de la division Nordland se prépare avec quelques véhicules de reconnaissance à subir l'assaut des éléments de pointe de la 8e armée de la garde. Elle sera décimée par un tir massif de Katyusha qui ont été chargés de substances incendiaires. Sur le flanc est des défenses berlinoises, les vestiges de la 9e armée doivent faire face à la 5e armée de choc et à la 8e armée de la garde de Tchoukov. Mais Zhukov va orienter la 8e armée de la garde plus au sud, en direction de la Sprie. Il veut que les troupes de Tchoukov et de la 1re armée blindée de la garde de Katoukov restent en liaison et entrent dans Berlin par le sud-ouest. Pour envelopper le nord de Berlin, Zhukov envoie la 47e armée en direction de Spandau et la 2e armée blindée de la garde vers Oranienburg. À 20 km au sud de Berlin, dans le vaste complexe souterrain abritant l'état-major à Zossen, règne un climat d'appréhension. Le général Krebs apprend que les chars soviétiques approchent par le sud et il décide d'envoyer un groupe de reconnaissance motorisé. Le lieutenant Krankel, commandant le détachement de défense, aperçoit une 40aine de chars soviétiques qui se dirigent vers Zossen, en provenance de Barout. Krankel sait qu'il n'a aucune chance et il téléphone immédiatement à Krebs pour l'informer de la situation. Krebs téléphone à son tour à la chancellerie du Reich pour demander l'autorisation de faire changer l'emplacement de son état-major. Hitler refuse. Peu avant la réunion stratégique de 11h, les canons des chars peuvent s'entendre au loin. Un message de Krankel arrive. Ses forces ont été repoussées et il informe que rien ni personne ne peut arrêter les blindés ennemis. Les chars soviétiques doivent finalement s'arrêter au nord de Barout, faute de carburant. Vers 13h, le général Burgdorf téléphone à la chancellerie du Reich et annonce que l'OKH doit transférer son siège à la base de la Luftwaffe d'Eiche, près de Potsdam, et l'OKW à la garnison blindée de Krampnitz. En fin d'après-midi, les soldats soviétiques pénètrent dans les 2 complexes de Zossen, Maybar 1 et Maybar 2, qui sont dissimulés par des filets de camouflage et des arbres qu'ils explorent avec prudence. Dans le bunker de la chancellerie, le bruit court que Weidling a transféré son état-major à Doberitz, au nord de Potsdam. 2 jours plus tard, Hitler prend la décision de l'exécuter pour trahison et lâcheté devant l'ennemi. Weidling prend l'initiative de se présenter au bunker de la chancellerie pour expliquer la situation. Finalement, Hitler le nomme commandant en chef de la défense de Berlin. Hitler va s'en prendre également à Kohler, qui au téléphone lui dira que la Luftwaffe est coupable d'avoir laissé l'artillerie soviétique se mettre en place. Mais Hitler ne comprend pas qu'il n'y a plus assez d'avions pour tenter quoi que ce soit. Il va alors le menacer de l'exécuter. Le chancelier allemand avise son état-major et ordonne une contre-attaque qui doit tailler l'ennemi en pièces. Une carte situe au nord-ouest d'Eberswald le corps armé SS 3 Germaniere commandé par l'Obergruppenführer Felix Steiner. On prévient dès lors Hitler que le général Heinrichi a déjà utilisé la majeure partie des divisions composant ce corps pour renforcer la 9e armée. Hitler décide de faire la sourde oreille. Selon le groupe d'armée de la Vistule, le corps d'armée de Steiner ne comprend plus que 3 bataillons et quelques chars. Hitler veut alors renforcer le corps d'armée de Steiner avec tous les éléments du corps CI, qui avait battu en retraite au nord de Berlin. Il pense même mobiliser la garde prétorienne de Göring à Karinhol, mais celle-ci s'est déjà repliée. Steiner reçoit un coup de téléphone lui annonçant l'ordre d'Hitler.
et il est sidéré. Krebs lui affirme que c'est l'ordre du Führer en personne. Steiner doit donc attaquer le flanc droit du premier front biélorusse. Quand le général Heinrichi est mis au courant, il appelle immédiatement la chancellerie pour protester cette folie. Krebs lui confirme que c'est l'ordre d'Hitler en personne et il ne peut pas lui parler car il est trop occupé. 22 avril 1945, au matin. Zhukov décide d'adresser un message à ses généraux. Berlin est faiblement défendu, et pourtant la progression de nos troupes est lente. Il donne ensuite l'ordre à ses troupes d'avancer 24 heures sur 24. Appuyé par les chars, la 8e armée de la garde repousse le corps 56 de Weidling dans l'agglomération berlinoise sans même s'en rendre compte. Sur sa droite, la 5e armée de choc se fraye un chemin dans la banlieue est de la ville, tandis que la 3e armée de choc reçoivent l'ordre d'avancer dans la banlieue nord, puis de se diriger vers le centre. Plus à droite encore, la 2e armée blindée de la garde doit entrer dans la ville par Siemensstadt et mettre le cap sur Charlottenburg. La 47e armée continue d'évoluer vers l'ouest pour compléter l'encerclement. Le général Weidling convoque ses commandants de division pour examiner la situation. Tous veulent se frayer un chemin vers le sud afin de rejoindre le général Busse et les 2 autres corps de la 9e armée. Le Brigadeführer Ziegler, commandant la division Nordland, désire rejoindre Steiner. La Nordland continue de défendre Malsdorf et l'accès à Berlin par la Reichstrasse 1. À Friedrichsfeld, l'un des détachements a contraint des soldats français prisonniers à creuser des tranchées sous la menace de ses armes. À la suite de violentes attaques, la division se replie dans Karlshorst. Cela fait 1 semaine que les soldats ont reçu leur dernière ration. 1 boîte de fromage concentré, 1 miche de Dauerbrot et 1 gourde de thé ou de café. Les soldats espèrent une boîte de conserve oubliée sur les étagères pour pouvoir se nourrir. Tous sont sales, barbus et les yeux injectés de sang. Du côté soviétique, le 9e corps mécanisé a traversé Lichtenrad. Le 6e corps blindé de la garde s'empare de Teltow, et à sa gauche, le 7e corps blindé de la garde prend Starndorf. Les prisonniers français du Stalag 3 voient tout à coup un mouvement de foule vers les clôtures en fil de fer barbelés. Ce sont les troupes soviétiques qui sont arrivées. Un Français prisonnier raconte. Vers 5 heures de l'après-midi, on vit arriver le premier soldat soviétique. Il marchait tranquillement, bien droit, le pistolet mitrailleur à la hanche et le doigt sur la détente. Il longeait le fossé parallèle au canal. Il ne nous accorda pas un regard. Un peu plus tard, les officiers de l'armée rouge pénètrent dans le camp, rassemblent tous les prisonniers soviétiques et leur remettent des fusils et des pistolets mitrailleurs pour les envoyer directement au combat. La 4e armée blindée de la garde encercle Berlin par l'ouest. Le 5e corps d'armée mécanisé de la garde avance vers l'Elbe pour bloquer toute tentative de la 12e armée allemande du général Wenck de faire jonction avec la 9e armée de Busse. Vassili Grossman rejoint le premier front biélorusse et constate. Des enfants jouaient aux soldats sur un toit plat. Au moment même où l'impérialisme allemand agonise à Berlin, ces garçons aux franges blondes, aux nuques rasées et aux longues jambes maigres, armés de sabres de bois et de gourdins, bondissent et s'attaquent les uns les autres en criant. C'est éternel. Cela ne pourra jamais être extirpé de la nature humaine. À midi, au Führerbunker, la réunion stratégique bat son plein. Hitler est mis au courant de la situation et apprend que Steiner n'a pas bougé. De plus, les forces soviétiques ont percé le périmètre de défense berlinois au nord de la ville. Hitler va s'emporter. Pour lui, les SS l'ont trahi, comme l'armée. Sa rage dépasse de loin les pires altercations qu'il eut avec Guderian. Il finit par s'effondrer sur sa chaise, épuisé et les larmes aux yeux. Pour la première fois, il déclare ouvertement que la guerre est perdue. Il ajoute que son état de santé ne lui permet pas de mourir sur le front. Alors, le moment voulu, il se suicidera pour éviter de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Il fait savoir à tous ses officiers qu'ils sont autorisés à quitter Berlin, mais que lui y restera jusqu'à la fin. Son but est que ce soit annoncé officiellement. Peu après, Keitel se met en route pour le quartier général de Wenck. Face aux Américains sur l'Elbe,
et Jodl se dirige quant à lui vers le nouveau siège de l'OKW à Krampnitz, au nord de Potsdam. 23 avril 1945, dans la station allemande de Prague, on annonce la décision d'Hitler de rester à Berlin et que la bataille pour Berlin a une portée européenne. Les soviétiques, eux, voient cela comme un communisme international et s'efforcent de cultiver une fois encore la fibre ultra-patriotique. Pour le peuple berlinois, tout ça n'a plus grand intérêt et son seul but est de survivre. Le général Kassakov a fait acheminer des canons de siège de 600 mm et des voies ferroviaires spécialement élargies conduisant à la gare de Schlesischer, à l'est de Berlin. Chaque projectile pèse une demi-tonne. Pour se protéger, les Berlinois se mettent à l'abri dans les abris antiaériens. 12 000 personnes s'entassent dans un espace de 3600 mètres carrés. Les conduites d'eau étant coupées, les femmes prennent des risques en allant chercher de l'eau à une pompe à l'extérieur. Certaines d'entre elles se seront sacrifiées pour rapporter des seaux d'eau potable. Le 7e service du 1er front biélorusse lance une grande offensive de propagande à destination de Berlin. En tout, il y aura 95 tracts différents, ce qui fait 50 millions d'exemplaires, qui seront largués par avion. Environ 1 660 000 tracts sont distribués par des civils et soldats allemands que les soviétiques ont envoyés pour franchir les lignes. À Berlin même, les services soviétiques réinfiltrent pas moins de 2365 civils et 2130 prisonniers de guerre allemands sont envoyés dans la capitale. 1845 d'entre eux sont revenus du côté soviétique avec 8340 prisonniers. Pour eux, cette tactique est un véritable succès. Le commandant de la 3e armée de choc ordonne la libération en masse de prisonniers de guerre allemands sous le contrôle de commissaires politiques. Les anciens prisonniers sont endoctrinés par les soviétiques et sont appelés Sedelitstruppen, qui passent les lignes allemandes avec des lettres écrites à leurs familles par d'autres soldats récemment capturés. Le caporal Max écrit : Mes chers parents, hier j'ai été fait prisonnier par les Russes. On nous avait dit que les Russes abattaient leurs prisonniers, mais ce n'est pas vrai. Les Russes traitent très bien leurs prisonniers. Ils m'ont nourri et ils m'ont réchauffé. Je vais bien. La guerre va bientôt se terminer et je vais vous revoir, mes chers parents. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis vivant et en bonne santé. Comme la clique fasciste redoute le châtiment, elle espère prolonger la guerre. Mais vous, les femmes, vous n'avez rien à craindre. Personne ne vous touchera. Les services soviétiques vont même organiser des émissions radio où des femmes, des acteurs, des prêtres et des professeurs viennent rassurer les auditeurs sur leur sort futur. La plus efficace sera la lettre des habitants de Friedrichshafen à la garnison de Berlin. Le lendemain de l'arrivée de l'armée rouge, la vie est redevenue normale. Des vivres ont recommencé à être distribués. Les habitants de Friedrichshafen vous demandent de ne pas croire la propagande mensongère de Goebbels au sujet de l'armée rouge. La peur de la famine et surtout la crainte de voir leurs enfants mourir de faim sont les pires pour toutes ces femmes. Au siège de la 12e armée, le maréchal Keitel harangue Wenck et Reichhelm et leur explique qu'il est du devoir de la 12e armée de venir sauver le Führer à Berlin. On le laisse parler un long moment, mais Wenck a une autre idée en tête. S'il attaque en direction de Berlin, ce ne sera pas pour sauver Hitler, mais pour créer un couloir entre la capitale et l'Elbe, afin de permettre aux soldats comme aux civils d'être évacués de ces combats inutiles. Keitel exige que son ordre soit diffusé à la radio comme un message aux soldats de l'armée de Wenck. Le message sera suivi d'un bulletin de la station radio de Goebbels. 16 divisions sont en mouvement et sont attendues à Berlin à tout moment. Le but est de faire croire à la population de la capitale que les Américains soutiennent les Allemands contre les forces de l'armée rouge. Ce même jour, l'activité aérienne américaine au-dessus du secteur de l'Elbe s'arrête brusquement, ce qui soulage la 12e armée. Wenck compte envoyer une force motorisée vers Potsdam, tandis que le gros de son armée avance vers l'est, au sud de Berlin, pour faire jonction avec la 9e armée du général Busse, afin de lui permettre de sortir du piège. Seules quelques troupes resteront face aux Américains. À Berlin, le dispositif de défense est divisé en 8 secteurs désignés par les lettres allant de A à H. Chacun de ces secteurs est dirigé par un général ou un colonel.
À l'intérieur du périmètre de défense se trouve une deuxième ligne circulaire. La zone centrale est délimitée par le canal Landwehr au sud et par la rivière Spree au nord. Les seuls points d'appui sont 3 tours de DCA en béton, le Zoobunker, le Humboldtine et la Friedrichshain. Elles ont une abondante réserve de munitions pour leurs canons de 128 mm, de 88 mm et de 20 mm, et une très bonne communication grâce à des câbles téléphoniques souterrains. Leur seul problème est qu'elles servent d'abri pour des milliers de blessés et de civils. Weidling, lui, se rend rapidement compte qu'il doit défendre Berlin face à 1,5 million de soldats soviétiques avec 45 000 soldats de la Wehrmacht et de la SS, y compris son propre corps d'armée et un peu plus de 40 000 membres de la Volkssturm. Préposé à la défense du quartier administratif de la capitale et ayant sa base à la chancellerie, le Brigadeführer SS Mohnke a 2000 hommes sous ses ordres. La menace face à Weidling est l'assaut qui est mené à l'est et au sud-est de la vallée par la 5e armée de choc, la 8e armée de la garde et la 1re armée de la garde. Dans la soirée, les blindés allemands qui sont encore en état de marche sont appelés à l'aérodrome de Tempelhof pour y faire le plein de carburant. En même temps, ils reçoivent l'ordre de préparer une contre-offensive vers le sud-est en direction de Britz. Ils seront renforcés par quelques chars lourds Tigre et quelques véhicules lance-roquettes. La seule arme qu'ils ont encore est le Panzerfaust. Mardi 24 avril à 4h du matin. Le téléphone sonne et réveille le Brigadeführer Krukenberg, commandant la division SS française Charlemagne, qui est cantonné au camp d'entraînement de SS de Neustrelitz. L'appel provient du quartier général de groupe d'armées de la Vistule et l'informe qu'il doit se rendre immédiatement à Berlin pour se présenter au Gruppenführer Fegelein à la chancellerie du Reich. Il lui est également conseillé de prévoir une escorte, car il risque de rencontrer des difficultés en route. Réveillé à son tour, le dernier chef de bataillon présent, Henri Fenet, rassemble ses hommes. Krukenberg s'adresse aux officiers et soldats et demande s'il y a des volontaires pour l'accompagner à Berlin. La plupart d'entre eux lèvent la main. Krukenberg et Fenet choisissent 90 hommes, car les véhicules qui sont encore disponibles ne peuvent pas en transporter plus. Les hommes choisis remplissent leurs poches, leurs sacs de munitions et prennent les derniers Panzerfaust. À 8h30, tous s'alignent le long de la route, prêts à embarquer à bord des véhicules, quand soudain, ils voient arriver Himmler, conduisant lui-même sa décapotable Mercedes. Il ne prend même pas la peine de regarder ses hommes partir au combat. En chemin, il rencontre des routes encombrées de civils ou de soldats isolés, de travailleurs étrangers fuyant la capitale. Des soldats de la Wehrmacht interpellent les volontaires français en leur criant qu'ils vont dans la mauvaise direction. Krukenberg, accompagné de son aide de camp, le capitaine Pachur, emprunte les rues désertes de Berlin pour se rendre à la chancellerie du Reich et se présenter à Fegelein. Parmi les volontaires français, beaucoup croient que c'est Hitler lui-même qui va les passer en revue. Du côté soviétique, à l'aube, un corps de la 5e armée de choc, appuyé par des canonnières de la flottille du Dniepr, franchit la Spree plus au nord en direction du parc de Treptow. Le corps de Weidling, après avoir fait le plein de carburant, lance ses contre-attaques répétées. Les derniers chars lourds Tigre du bataillon Hermann von Salza de la Nordland réussit à détruire plusieurs chars Staline, mais la supériorité soviétique est écrasante. Le général de division de la 5e armée de choc écrit dans un rapport. À 3h, les SS lancèrent 6 attaques, mais furent contraints de battre en retraite chaque fois, laissant le sol jonché d'uniformes noirs. Des chars Panthère et Ferdinand brûlaient. Vers midi, notre division fut en mesure de reprendre son avance. Elle s'assura le parc Treptow et, au crépuscule, nous atteignîmes la voie ferrée circulaire du S-Bahn. Alors que les armées de Koniev continuent de percer les lignes de défense de Teltow, leurs arrières sont soudainement menacées. Venus de l'ouest, les troupes du général Wenck avancent vers Trauenbrietzen et Belitz, tandis que sur leur droite, la 9e armée tente de rompre son encerclement dans les forêts situées au sud-est de Berlin. Le général Louchinski commence à faire pivoter vers l'est une partie de sa 28e armée, le long de l'autoroute Berlin-Cottbus, afin de faire face à la 9e armée. Le maréchal Norikov
commandant en chef de l'aviation soviétique, reçoit l'ordre de réunir les 2e, 16e et 18e armées aériennes pour attaquer les 80 000 Allemands concentrés dans les forêts. Mais les soviétiques ne savent pas quelles sont les intentions de la 9e armée. L'amiral Dönitz fait savoir à Hitler qu'il va envoyer tous les marins disponibles pour la défense berlinoise. Il souhaite les faire acheminer par les avions Junkers 52, qui doivent atterrir sur des pistes d'atterrissage de fortune au centre même de la ville. Vers minuit, le Reichsführer Krukenberg arrive à la chancellerie à la surprise de tous. Il dut se rendre auprès des hommes du général Krebs, qui lui révèle que tous les chefs d'unité étaient appelés à Berlin, seul lui est venu à Berlin. 25 avril 1945 à l'aube. Krukenberg quitte la chancellerie pour rejoindre l'ouest de Berlin. Une fois arrivé, Weidling lui explique comment son corps de Panzer a été durement éprouvé et a été dispersé pour renforcer les détachements de la jeunesse hitlérienne et de la Volkssturm qui sont très mal équipés. Krukenberg occupe le poste de commandement peu après midi. Puis il est rejoint par ses hommes de la division Charlemagne. Le dernier point d'appui allemand au sud du canal de Teltow, à Britz, est soudainement abandonné alors que Krukenberg reprend le commandement. Peu après, les soviétiques attaquent les vestiges de la division de Panzer Muncheberg, sur le terrain d'aviation de Tempelhof, au milieu des débris de chasseurs Focke-Wulf qui sont éparpillés sur la piste. Les troupes de choc soviétiques ayant pénétré dans Neukölln, Krukenberg prépare une position de repli sur la périphérie de l'Hermannplatz. Les tours jumelles du magasin Karstadt fournissent un excellent point d'observation pour surveiller la progression de 4 armées soviétiques. La 5e armée de choc, venant du parc de Treptow, la 8e armée de la garde et la 1re armée blindée de la garde, partie de Neukölln. Et la 3e armée blindée de la garde, depuis Mariendorf. Krukenberg donne l'ordre à la moitié des Français de prendre position de l'autre côté de l'Hermannplatz. Les Waffen-SS donnent l'instruction d'utiliser leur Panzerfaust à courte distance de façon qu'un coup à la tourelle neutralise tout l'équipage. Durant la soirée, les Français détruisent pas moins de 14 chars soviétiques. Durant l'après-midi, les troupes de Weidling se replient vers le centre de la ville. Hitler convoque les chefs de commandement au Führerbunker et leur explique. La situation doit s'améliorer. La 12e armée de Wenck va monter du sud-ouest vers Berlin et la 9e armée va porter un coup terrible à l'ennemi. Les troupes commandées par Schorner vont arriver par le sud. Ces coups successifs vont faire basculer la situation en notre faveur. Le général von Manteuffel vient juste d'apprendre que le 2e front biélorusse de Rokossovski a pulvérisé ses lignes de défense au sud de Stettin. Ce soir-là, Krebs prévient Krukenberg que la Nordland va être repliée le lendemain vers le secteur de défense Z pour Zentrum, le centre. Le poste de commandement de ce secteur s'est installé au ministère de l'Air dans la Wilhelmstrasse, non loin du siège central de la Gestapo. Krukenberg installe son propre quartier général dans les caves de l'Opéra, qui se trouvent à quelques centaines de mètres de l'ancienne ambassade URSS. À Torgau, sur l'Elbe, les éléments de la 58e division d'infanterie de la garde du général Vladimir Rouzakov rencontrent les soldats américains de la 69e division. L'Allemagne nazie est désormais coupée en deux. Les chefs d'État, Staline et Truman, sont mis au courant de cette jonction et acceptent qu'il y ait une annonce publique de l'événement. Le général Eisenhower va donc envoyer des journalistes à l'endroit où la jonction a été effectuée. Le général Gleb Vladimirovitch Baglanov, commandant la 14e armée, ordonne que l'on prépare un banquet pour fêter l'événement. Ce banquet sera typiquement soviétique. Des étoffes rouges sont posées sur les tables et les estrades. On dresse d'immenses portraits de Staline et on dessine à la hâte des petits portraits de Truman. Durant ce banquet, les soviétiques dansent allègrement et trinquent à la victoire, à la paix et à l'amitié entre les peuples. Des unités de la 5e armée de la garde, le 32e corps d'infanterie de la garde et le 4e corps blindé de la garde parviennent également à atteindre le fleuve en d'autres points.